Le coffre de la voiture était légèrement entrouvert, et parmi les sacs de course, j'aperçus le sac en cuir oublié de mon fils David, un morceau de cuir marron qui attira mon regard comme un aimant. À ce moment précis, un frisson me parcourut l'échine, un pressentiment si violent qu'il me fit trembler. « Arrête la voiture immédiatement !» criai-je à mon frère Jean, qui conduisait tranquillement sur la départementale nous ramenant vers notre village en Provence. Jean me regarda alarmé, ses mains serrant fermement le volant. « Qu'est-ce qu'il y a, Richard? Tu te sens mal ?»« Arrête !» répétai-je, ma voix sonnant plus hystérique que je ne l'aurais voulu. À 72 ans, j'avais appris à faire confiance à mon instinct, et à cet instant, chaque fibre de mon être me criait que quelque chose n'allait pas. Mon frère pensait que j'exagérais. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans la façon dont il soupira avant de commencer à ralentir, mais il décida quand même de se garer sur l'accotement, cette bande de gravier qui longe la chaussée. Cette décision nous sauva la vie, car dans ce sac se trouvait quelque chose qui allait changer tout ce que je croyais savoir sur ma propre famille. Nous avions passé 3 jours à Marseille. Jean et moi, 2 frères âgés, profitant du voyage pour régler des affaires bancaires, consulter des médecins et profiter de ces petits luxes urbains que nous n'avions pas dans notre petit village provençal. Le retour était toujours plus relaxant que l'aller. Jean conduisait avec cette tranquillité que les années d'expérience offrent, fredonnant de vieilles chansons de Brel et Aznavour, tandis que le soleil de l'après-midi peignait le paysage de teintes dorées. Nous étions à environ 1 heure de route quand je décidai de m'installer plus confortablement. Je m'étirai un peu, tournai le cou pour soulager la tension, et c'est là que mes yeux se posèrent sur l'espace entre les sièges arrière et le coffre. Le sac, cet objet qui ne devrait pas être là, oublié parmi nos affaires comme une bombe à retardement prête à exploser. Mon cœur commença à battre plus vite. David, mon fils unique, nous avait rendu visite la veille à l'hôtel. Il avait insisté pour nous aider à organiser les achats dans le coffre. Je me souvenais de son sourire, de ses baisers sur ma joue, de ses paroles attentionnées. « Papa, conduis prudemment. Tu sais que cette route peut être dangereuse la nuit. » Pourquoi cette phrase me donnait-elle maintenant des frissons? « Jean, dis-je, essayant de garder une voix calme. Il y a un sac là derrière. Je crois que c'est celui de David. » Mon frère jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. « Ah oui, il a dû l'oublier hier. On le lui donnera quand on arrivera. J'ai besoin de le voir maintenant. » Jean fronça les sourcils, mais quelque chose dans mon ton lui fit comprendre que ce n'était pas un caprice. Il commença à chercher un endroit sûr pour s'arrêter, mais je ne pouvais pas attendre. Je détachai ma ceinture de sécurité et me retournai, tendant le bras pour atteindre le sac. Mes doigts effleurèrent à peine le cuir marron. Je m'étirai davantage, sentant la tension dans mon dos. À 72 ans, mon corps n'était plus aussi souple, mais l'adrénaline me donna une force supplémentaire. « Richard, pour l'amour de Dieu, tu vas te faire mal. » Jean accéléra légèrement, cherchant désespérément un endroit pour se garer. Finalement, mes doigts réussirent à saisir l'une des sangles. Je le tirai vers moi d'un mouvement brusque. Le sac tomba sur mes genoux au moment exact où Jean trouva une place sûre sur l'accotement et freina. La voiture s'arrêta d'un coup. Jean se tourna vers moi avec une expression mêlant inquiétude et frustration. « Tu vas m'expliquer ce qui se passe. » Je ne répondis pas. Mes yeux étaient fixés sur le sac maintenant posé sur mes genoux. C'était bien celui de David, marron avec des détails dorés avec les initiales gravées. D.A.V. David Antoine Vincent. Je le lui avais offert 2 ans auparavant, mais quelque chose était étrange. Le sac était plus lourd que la normale, trop lourd pour ne contenir que les objets habituels. Les mains tremblantes, j'ouvris la fermeture éclair principale. À l'intérieur se trouvaient des objets typiques, un petit miroir, un baume à lèvres, des mouchoirs, mais sous tout cela, enveloppé dans un mouchoir en soie, il y avait un téléphone portable. Ce n'était pas le dernier iPhone que David portait toujours. Celui-ci était différent. Un téléphone basique,
bon marché, du genre qu'on achète sans avoir besoin de fournir d'informations personnelles. Un téléphone jetable. L'air sembla quitter mes poumons. Jean se pencha pour mieux voir, son expression passant de la curiosité à la confusion. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi David aurait-il 2 téléphones? C'était exactement la question qui me glaçait le sang. Je pris l'appareil dans mes mains. Il était chaud, comme s'il avait été allumé récemment. Au moment où je le tenais, il vibra. Une notification, puis une autre, et encore une. Quelqu'un envoyait des messages. J'appuyais sur le bouton d'alimentation. L'écran s'alluma, montrant des notifications WhatsApp. Le téléphone n'avait pas de mot de passe, pas de protection. « Richard !» La voix de Jean sonnait tendue. « Peut-être qu'on ne devrait pas... » Mais j'avais déjà ouvert l'application de messagerie. La dernière conversation était avec un contact simplement enregistré sous le nom M. Les messages étaient récents, très récents. M. Ils ont passé le point il y a 15 minutes. Ils devraient être proches. N'écris plus. Il y a 12 minutes. M. Confirmé, tout se passera comme prévu. Il y a 10 minutes. Ma respiration devint irrégulière. Je fis défiler la conversation, lisant les messages précédents. Chacun était pire que le précédent. M. Le garagiste a confirmé le travail sur les freins. Ils lâcheront au virage du kilomètre 48. Hier, ma main commença à trembler. Le virage au kilomètre 48, le plus dangereux de toute la départementale, avec un ravin d'un côté et d'énormes rochers de l'autre. D. Tu es sûr de vouloir faire ça? C'est mon père. M. Il y a 3 jours. La réponse de mon fils arriva quelques minutes plus tard. D. Nous n'avons pas d'autre option. Les dettes s'élèvent à 300 000 €. Si on ne paie pas, Mathilde et moi sommes morts. L'héritage résout tout. Papa possède des biens d'une valeur de plus de 2 millions d'euros. Personne ne soupçonnera un accident sur cette route. Il y a 3 jours. Le téléphone tomba de mes mains. Jean le ramassa rapidement et commença à lire, son visage se transformant en un masque d'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « ça ne peut pas être réel. » Mais je savais que c'était réel. Dans ce terrible moment, toutes les pièces s'assemblaient, les visites fréquentes de David ces dernières semaines, son insistance pour que je lui donne une procuration, ses questions sur mon testament, sur les comptes bancaires, sa nervosité quand j'ai dit que je préférais attendre avant de signer des documents. « Continue à lire », dis-je à Jean d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Mon frère fit glisser son doigt sur l'écran. Il y avait d'autres messages, des conversations datant de 2 mois. Il y avait des photos, des photographies de documents que David avait prises en secret, mon testament, des relevés bancaires, des actes de propriété. « Richard, nous devons appeler la police. » Jean cherchait déjà son propre téléphone. « C'est une tentative de meurtre. » « Pas encore. »« Que veux-tu dire, pas encore? Ton fils essaie de te tuer. » Il avait raison, mais quelque chose en moi résistait. J'avais besoin de réfléchir, besoin de comprendre avant d'agir. Je regardais devant moi. Selon le compteur kilométrique, nous étions au kilomètre 35. Le virage mortel n'était qu'à 13 kilomètres. Le silence dans la voiture était assourdissant. Jean me regardait, attendant une explication, attendant que je dise quelque chose qui ait du sens. Mais comment expliquer que votre propre fils ait planifié votre mort avec le sang-froid de quelqu'un qui organise des vacances? J'ai besoin de réfléchir, murmurai-je, tenant le téléphone jetable dans mes mains comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. J'ai besoin de tout comprendre avant de faire quoi que ce soit. Réfléchir? La voix de Jean monta d'un octave. Richard, il n'y a rien à réfléchir. David et cette maudite Mathilde ont prévu de nous tuer. Ils ont trafiqué les freins. À tout moment, nous pourrions... Je sais, je l'interrompis, ma voix sonnant étrangement calme. Mais si nous appelons la police maintenant, ils le découvriront. Et s'ils le savent, ils trouveront un moyen de s'échapper ou de détruire les preuves. Nous devons être plus intelligents qu'eux. Mon frère me regarda comme si j'étais devenu fou. Peut-être avait-il raison.
Peut-être que le choc de découvrir la trahison de mon propre fils avait brisé quelque chose dans mon cerveau. Mais alors que je tenais ce téléphone, alors que je relisais ces messages froids et calculateurs, quelque chose en moi se transformait. La douleur était là, bien sûr, une douleur profonde et lacérante qui me déchirait la poitrine. Mais au-dessus de cette douleur, quelque chose d'autre commençait à grandir, quelque chose de froid, quelque chose de tranchant. La colère. Pas la colère explosive qui vous fait crier et casser des choses. Non, celle-ci était différente. C'était une colère glaciale, claire et précise comme un scalpel. David avait planifié ma mort. Mon fils unique, le garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais élevé seul après que sa mère soit morte d'un cancer quand il avait à peine 10 ans. Cette même personne avait décidé que je valais plus mort que vivant. 300 000 € de dette, 2 millions d'euros de propriété. Les maths étaient simples pour lui, apparemment. « Richard, s'il te plaît. » Jean avait les larmes aux yeux. « Nous ne pouvons pas continuer dans cette voiture. Si les freins... » « Tu as raison. » Je pris une décision rapide. Testons les freins maintenant, alors que nous sommes encore dans un endroit sûr. Jean hocha la tête, essuyant les larmes du revers de sa main. Il démarra lentement la voiture, avançant de quelques mètres sur l'accotement vide. Puis, il appuya sur le frein. La voiture s'arrêta normalement. Il essaya à nouveau, cette fois avec plus de force. Le véhicule répondit bien, s'arrêtant brusquement. « Il semble fonctionner, » dit Jean, mais sa voix ne semblait pas soulagée. Peut-être que le plan était qu'il lâche progressivement, comme le dit ce message. Peut-être que nous n'avons pas encore atteint le point critique. Ils ont conçu cela pour que les freins lâchent exactement au virage le plus dangereux. Nous sommes à 13 km avant. Le mécanisme est probablement programmé pour se détériorer progressivement. La précision du plan était effrayante. Il ne voulait pas que la voiture tombe en panne n'importe où. Il voulait s'assurer que lorsque les freins cesseraient de fonctionner, nous serions exactement au pire endroit possible. Un endroit où un accident serait fatal. Un endroit où personne ne remettrait en question que 2 messieurs âgés aient simplement perdu le contrôle du véhicule. Je regardais à nouveau le téléphone. Il y avait un message que je n'avais pas complètement lu auparavant. M, le garagiste a dit que c'est indétectable. Il a utilisé un liquide spécial qui corrode progressivement le système. Quand ils atteindront le point critique, il n'y aura aucun moyen d'arrêter la voiture. Et après l'impact, le feu s'occupera d'éliminer toute preuve. Il y a 1 semaine, le feu bien sûr. Ils avaient pensé à tout. Écoute, Jean. Je me tournai vers mon frère, prenant ses mains. Elles étaient glacées, tremblantes. Nous allons faire comme si nous n'avions rien trouvé. Nous allons agir comme si tout était normal. Normal ? Jeanne me regarda avec incrédulité. Comment allons-nous ? Nous allons appeler David. Nous allons lui dire que nous avons trouvé son sac. Nous allons observer sa réaction. Richard, c'est dangereux. S'il soupçonne que nous avons vu, il ne soupçonnera rien. Ma voix sonnait ferme, déterminée. Parce que nous allons être très prudents. Nous allons agir exactement comme 2 vieux hommes qui ont trouvé un sac oublié et veulent le rendre à son propriétaire. Jean m'étudia un long moment. Je pouvais voir comment il traitait mes paroles, comment son expression passait de la peur à quelque chose ressemblant à la compréhension. Mon frère avait 5 ans de moins que moi, mais il n'était pas stupide, il savait ce que je proposais. « Tu veux leur tendre un piège ?» dit-il finalement. « Je veux la justice, corrigeai-je. Et je veux m'assurer que lorsqu'ils tomberont si fort qu'ils ne se relèveront jamais. » Je pris mon propre téléphone portable de ma poche. David était dans mes favoris avec une photo souriante d'il y a 2 ans. Cette photo semblait maintenant être le masque d'un étranger. J'appuyai sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Papa !» La voix de David semblait normale, affectueuse même. « Tu es bien rentré ? Tout s'est bien passé sur la route ?» Chaque mot était un coup de poignard, parce que je savais que derrière cette douce voix, mon fils attendait la nouvelle de ma mort. « Salut, fils !» Je forçai ma voix à sonner calme, paternelle. « Nous ne sommes pas encore arrivés.
En fait, nous nous sommes arrêtés parce que nous avons trouvé ton sac dans le coffre. Tu l'as oublié hier quand tu nous as aidés avec les courses. » Il y eut un bref silence, assez révélateur. Un silence qui criait la panique. « Mon sac !» La voix de David avait subtilement changé, ne semblant plus si détendue. « Oh, oui, je ne l'avais même pas remarqué. Ce n'est pas important, papa. Tu peux me l'apporter quand tu arriveras. » « Eh bien, c'est juste qu'il y a ton téléphone à l'intérieur, » dis-je, surveillant chaque mot, mesurant l'impact. « Ton iPhone. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. » Une autre pause, celle-ci plus longue. « Pas mon iPhone, papa. Mon iPhone est juste ici avec moi. Peut-être c'est un vieux téléphone que j'ai laissé là-dedans, oublié il y a longtemps. » Il mentait. Je pouvais entendre la nervosité mal contenue dans sa voix. Jean l'avait également remarqué, sa main serrant mon bras. « Oh, peut-être, » répondis-je d'un ton insouciant. « Quoi qu'il en soit, tu passeras demain pour le récupérer, n'est-ce pas ? » « Oui, oui, demain je passerai. » David se hâta de mettre fin à la conversation. « Papa, sois prudent sur la route. Cette départementale est dangereuse, surtout à ce grand virage. Conduisez lentement. » Oui, le grand virage, celui au kilomètre 48. Mon propre fils me mettait en garde contre l'endroit exact où il avait planifié ma mort. L'ironie était si sombre qu'elle me faisait presque rire. « Nous ferons attention, fils. Je t'aime. » « Moi aussi, papa. » Je raccrochais. Les derniers mots flottèrent dans l'air de la voiture comme un poison invisible. « Je t'aime, » répétai-je doucement. « Comment peut-il dire cela alors qu'il attend ma mort ?» Jean ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse à cette question. Immédiatement après avoir raccroché, le téléphone jetable commença à vibrer, les messages WhatsApp arrivant les uns après les autres. C'était David écrivant à M, qui évidemment était Mathilde, sa femme. D. Ils ont trouvé le sac il y a 30 secondes. M. Quoi? Comment? Il y a 20 secondes. D. Je l'ai oublié dans la voiture. Il vient de m'appeler, dit qu'ils ont trouvé un téléphone à l'intérieur il y a 15 secondes. M. A-t-il vérifié le téléphone? Il y a 10 secondes. D. Je ne sais pas. Il semblait normal, mais et s'il a vu les messages? Mathilde, on est foutu, il y a 5 secondes. M. Calme-toi. S'il avait vu quelque chose, il n'aurait pas appelé en agissant normalement. Il a probablement juste vu le téléphone et pensé que c'était le tien. Les vieux comme lui ne savent même pas comment utiliser ces appareils de toute façon. Les vieux comme lui. Jean lut ce message par-dessus mon épaule et laissa échapper un cri indigné, étouffé. Je restais silencieux, mais quelque chose en moi durcissait encore plus. Mathilde, la femme qui était entrée dans ma famille il y a 10 ans, la femme que j'avais accueillie comme une fille, m'appelait un vieux tout en planifiant mon meurtre. D. Que faisons-nous maintenant, Mathilde? M. Nous nous en tenons au plan. S'il soupçonnait quelque chose, il aurait fait demi-tour ou appelé la police. Le fait qu'il continue sur la route signifie qu'il ne sait rien. Dans moins d'une heure, tout sera terminé. Dans moins d'une heure, tout serait terminé. Je regardais l'horloge de la voiture. Il était 16h37. Selon leurs calculs, à 17h30, je serais mort. Jean aussi. 2 victimes d'un tragique accident d'automobile sur une départementale rurale connue pour être dangereuse. Nous n'allons pas atteindre ce virage, dis-je soudainement. Nous allons faire quelque chose de différent. Que veux-tu dire? Jean me regarda avec un mélange de peur et de curiosité. Nous allons faire semblant qu'il y a un problème avec la voiture. Nous allons appeler une dépanneuse et demander un remorquage. Mais nous ne rentrons pas à la maison. Nous allons directement chez un garagiste. La compréhension illumina le visage de Jean, pour qu'il puisse documenter ce qui a été fait à la voiture. Exactement. Nous avons besoin de preuves physiques. Les messages sont importants, mais le rapport d'un mécanicien professionnel est irréfutable. Jean hocha lentement la tête, essuyant les dernières larmes. Je pouvais voir comment lui aussi se transformait. Le choc initial cédait la place à quelque chose de plus fort. Nous étions ensemble dans cette épreuve.
2 frères contre le monde, ou plus précisément contre mon propre fils. Jean démarra à nouveau le moteur, mais cette fois nous n'avançâmes pas. Au lieu de cela, il tourna le volant et commença à faire demi-tour, nous éloignant de la direction que nous suivions, loin du kilomètre 48, loin de la mort que mon fils avait planifiée en si grand détail. Il y a un garage dans le village que nous avons dépassé il y a une demi-heure, dit Jean. Sa voix maintenant ferme et déterminée. Le propriétaire est Marcel. Tu te souviens de lui? C'était un camarade de classe de ta défunte femme. Je hochai la tête, me souvenant vaguement d'un homme robuste d'environ 60 ans qui avait toujours été gentil avec moi les rares fois où nos chemins s'étaient croisés, digne de confiance. Ce mot avait maintenant une signification complètement différente pour moi. J'avais fait confiance à David toute ma vie. Et voyez où cette confiance m'avait mené. Le téléphone jetable vibra à nouveau. Plus de messages entre David et Mathilde. D. Et si on allait vérifier la voiture nous-mêmes pour s'assurer que tout est toujours en place? M. David, on ne peut pas risquer d'être vu près de sa maison ou sur la route. Nous avons déjà fait notre part en rendant visite hier. Tout mouvement étrange maintenant susciterait des soupçons si quelque chose tourne mal. D. Tu as raison. Mon Dieu, je suis si nerveux, je n'arrête pas de penser. M. Ne pense pas à temps. Dans 1 heure, ils appelleront de la gendarmerie pour informer de l'accident. Nous agirons surpris, dévastés. Nous irons sur les lieux. Nous pleurerons. Nous ferons tout ce qu'on attend d'un membre de la famille en deuil. D. Et s'ils survivent, la question de mon fils me glaça le sang. Il n'y avait pas d'espoir dans ces mots. Il ne demandait pas avec soulagement. Il demandait avec la peur que son plan puisse échouer. M. Ils ne survivront pas. Le garagiste a été très clair. À la vitesse à laquelle la voiture roulera et avec le poids du véhicule, la chute sera d'au moins 45 mètres. Personne ne survit à ça. Et si par miracle ils le font, le feu s'occupera du reste. Je fermai les yeux, me sentant nauséeux. Jean remarqua ma pâleur et tendit la main pour toucher mon bras. « Ne lis plus, Richard. Nous en avons assez vu. » Mais j'avais besoin de voir. J'avais besoin de comprendre l'étendue de la trahison. Je continuais à faire défiler les messages, trouvant des conversations des jours précédents. Il y avait un message d'il y a 1 semaine qui attira mon attention. D. J'ai parlé au notaire. Dès que nous aurons le certificat de décès, nous pourrons commencer le processus d'héritage. Comme je suis le fils unique et que j'ai une procuration pour certains comptes, l'accès au fonds sera presque immédiat, au moins à 500 000 €. M. Parfait. Avec ça, nous remboursons les usuriers et il nous reste assez pour se faire oublier pendant un moment. Quand nous reviendrons, nous hériterons du reste et personne ne soupçonnera rien. D. Tu penses que ça va marcher? M. Ça a déjà marché avant. J'étais paralysé, regardant cette dernière ligne. Ça a déjà marché avant. Qu'est-ce que cela signifiait? Il l'avait déjà fait. Mathilde avait tué quelqu'un d'autre. Jean, qui lisait par-dessus mon épaule, laissa échapper un cri étouffé. « Richard, cette femme est une tueuse. » Je continuais à chercher, mes doigts tremblants alors que je glissais sur l'écran. Je trouvais la conversation qui expliquait tout. C'était d'il y a 3 mois. M. Ma mère est morte exactement comme je prévois que la tienne meure. Accident de voiture. Personne n'a rien soupçonné. J'ai tout hérité. C'est comme ça que j'ai eu l'argent pour notre mariage. D. Tu as tué ta propre mère, Mathilde? M. J'ai fait ce qui était nécessaire. Elle était vieille, malade, mourrait de toute façon dans quelques années. J'ai juste accéléré l'inévitable et assuré notre avenir. Maintenant, nous ferons la même chose avec Richard. Pense-y, David. Ton père a 72 ans. Combien d'années de plus penses-tu qu'il vivra? 5? 10? Est-ce que ça vaut la peine d'attendre et de risquer de tout perdre à cause de nos dettes? D. Je ne sais pas, Mathilde, c'est mon père. M. C'est un obstacle, rien de plus. L'amour ne paie pas les dettes de 300 000 €. L'amour n'empêche pas les usuriers de nous casser les jambes. Ou pire, ton père est notre seule issue. D. D'accord,
On va le faire. D'accord, on va le faire. Deux mots qui scellaient ma condamnation à mort. Mon fils avait choisi entre son père et l'argent. Il avait choisi l'argent. Entre ma vie et sa vie confortable, il avait choisi la sienne. La voiture s'arrêta brusquement et je réalisai que nous étions arrivés au garage. C'était un bâtiment modeste, avec un grand portail ouvert où l'on pouvait voir plusieurs véhicules dans différents états de réparation. Une enseigne peinte à la main disait « Garage Marcel, réparation de confiance depuis 1985 ». Un homme aux vêtements de travail tachés de graisse sortit en entendant le moteur. C'était Marcel Dubois, maintenant avec plus de cheveux gris que je ne me souvenais, mais avec la même expression bienveillante sur son visage. « Jean, Richard. » Son sourire s'effaça quand il vit nos visages. « Que s'est-il passé? Vous allez bien ?» Jean sortit de la voiture en premier, s'approchant de lui. Je sortis plus lentement, tenant toujours le téléphone jetable, calculant quoi dire, comment expliquer, sans trop en révéler pour l'instant. « Marcel, nous avons besoin de ton aide, » dis-je, ma voix sonnant plus calme que je ne me sentais. « Nous avons besoin que tu vérifies les freins de cette voiture immédiatement et que tu documentes tout ce que tu trouves. » Le garagiste fronça les sourcils, regardant le véhicule. « Des problèmes de frein? Senti quelque chose d'étrange en conduisant? » « Pas exactement, » intervint Jean. « Mais nous avons des raisons de croire que quelqu'un a pu trafiquer le système de freinage. » Marcel nous regarda avec une expression qui mêlait surprise et inquiétude. Ce n'était pas une demande commune. Les gens ne venaient pas dans un garage demander de documenter un sabotage. « C'est très sérieux, » dit-il lentement. « Si quelqu'un a altéré les freins d'un véhicule, nous parlons de tentative d'homicide. Vous devriez appeler la gendarmerie. » « Nous le ferons, » l'assurai-je. « Mais d'abord, nous avons besoin de preuves solides. Peux-tu nous aider ?» Marcel m'étudia pendant un long moment, puis hocha la tête. « Bien sûr, donnez-moi quelques minutes. Je vais mettre la voiture sur le pont élévateur et tout vérifier. Si quelque chose n'est pas normal, je le trouverai. » Pendant qu'il se préparait, Jean et moi nous assîmes dans un petit espace d'attente avec des chaises en plastique et de vieux magazines. L'odeur d'huile de moteur et d'essence remplissait l'air. Normalement, cela m'aurait gêné, mais maintenant je le remarquais à peine. Mon esprit était ailleurs, traitant tout ce que j'avais découvert. David n'avait pas seulement planifié ma mort, mais il avait épousé une femme qui avait tué sa propre mère. Comment ne l'avais-je pas remarqué? Comment avais-je été si aveugle? Je me souvenais du mariage il y a 10 ans. David radieux à l'hôtel, Mathilde, belle et charmante, me racontant comment sa mère était morte tragiquement dans un accident de voiture peu avant leur rencontre. Elle avait pleuré en me racontant cette histoire. Des larmes de crocodile, je le savais maintenant. Des larmes de crocodile alors qu'elle célébrait probablement intérieurement son crime parfait. Et je l'avais cru, j'avais ouvert ma maison, ma famille, mon cœur à elle. Le téléphone jetable vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Le nom sur l'écran disait « Monsieur Mathilde appelait ». Je regardais Jean qui secouait violemment la tête. Nous ne devrions pas répondre, mais une partie de moi voulait entendre sa voix. Je voulais confirmer que le monstre des messages était réel. Je laissai sonner jusqu'à ce que l'appel bascule vers la messagerie. Quelques secondes plus tard, un message vocal arriva. Les mains tremblantes, j'appuyai sur lecture. « M. David, réponds à ce téléphone. Ton père m'a appelé. J'ai besoin de savoir s'il a vérifié ce portable. S'il a vu les messages, tout va en enfer. Appelle-moi dès que tu entends ça. » Je mis le téléphone dans ma poche, juste au moment où Marcel entrait dans la salle d'attente. Son expression était grave, et dans ses mains, il portait un récipient contenant un liquide sombre. « Messieurs, » dit-il, sa voix chargée de gravité, « vous devez voir ceci. » Il nous conduisit à l'atelier où la voiture était soulevée. Il pointa vers le système de freinage, spécifiquement vers les tuyaux qui transportaient le liquide. « Regardez ici, quelqu'un a injecté un composé corrosif dans le liquide de frein. C'est quelque chose que je n'ai vu qu'une fois auparavant, dans une affaire d'assurance frauduleuse. Ce produit chimique dégrade progressivement les conduites internes.
Les freins fonctionnent normalement au début, mais après une certaine distance ou une certaine utilisation, les tuyaux s'affaiblissent jusqu'à ce qu'ils se rompent complètement. À quelle distance serions-nous arrivés avant qu'ils ne lâchent ? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Marcel fit quelques calculs mentaux, regardant le compteur kilométrique de la voiture. Avec la quantité de produits chimiques qu'ils ont utilisés et compte tenu du poids du véhicule, je dirais entre 10 et 15 kilomètres de plus. Après cela, les freins auraient complètement cessé de fonctionner sans aucun avertissement. 10 à 15 kilomètres. Nous aurions atteint exactement le kilomètre 48, le virage mortel. Le plan était parfait, diaboliquement parfait. « Peux-tu documenter tout cela ?» Jean avait sorti son téléphone et prenait des photos. « Nous avons besoin de preuves. »« Je suis déjà en train de le faire. » Marcel avait apporté un appareil photo et photographiait chaque angle du système de freinage. Je vais également prélever des échantillons du liquide contaminé pour analyse. C'est la preuve d'un crime. Messieurs, vous devez appeler la gendarmerie maintenant. Il avait raison, nous avions déjà assez. Les messages sur le téléphone, la voiture sabotée, la documentation du garagiste, il était temps de faire l'appel. Mais avant que je puisse prendre mon téléphone, celui de David vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message différent d'un numéro non enregistré dans les contacts. Numéro inconnu. Le paiement est prêt. 1 000 € comme convenu, transférés dès que vous confirmerez le service. Le garagiste corrompu, l'homme qui avait accepté de l'argent pour devenir complice d'un meurtre. Et soudain j'eus une idée. « Nous n'allons pas encore appeler la gendarmerie, dis-je, surprenant à la fois Jean et Marcel. Mon frère me regarda comme si j'avais perdu l'esprit. « Richard, nous avons déjà tout, les messages, la voiture sabotée, les preuves physiques. Que te faut-il de plus ? J'ai besoin que David et Mathilde croient que leur plan a fonctionné. » Les mots sortirent de ma bouche avec une clarté qui me surprit. J'ai besoin qu'ils pensent qu'ils ont gagné, que je suis mort. Ce n'est qu'alors qu'ils baisseront complètement leur garde. Marcel se gratta la tête, confus. Je ne comprends pas pourquoi vous feriez cela. Je m'assis sur une chaise à proximité, organisant mes pensées. La colère froide que j'avais ressentie auparavant se transformait en quelque chose de plus calculé, plus dangereux. David avait planifié chaque détail de ma mort. Il était temps pour moi de planifier chaque détail de sa chute. Parce que si nous appelons la gendarmerie maintenant, ils prendront un bon avocat. Ils diront que les messages sont faux, que quelqu'un d'autre a accès à ce téléphone. Mathilde est intelligente. Elle a déjà fait ça avant. Elle trouvera un moyen de semer un doute raisonnable. Jean s'assit à côté de moi, prenant ma main. « À quoi penses-tu, mon frère ? Je pense que nous avons besoin de plus que des preuves. Nous avons besoin d'une confession. Nous avons besoin qu'ils se dénoncent eux-mêmes, qu'ils disent à haute voix ce qu'ils ont fait, en pensant que personne n'écoute. C'est risqué, avertit Marcel, et peut-être illégal. Je sais. Je regardais le téléphone jetable posé sur mes genoux. Mais David m'a appris quelque chose aujourd'hui. Il m'a appris que parfois, pour survivre, vous devez être aussi cruel que votre ennemi. Le plan commença à se former dans mon esprit. C'était risqué, oui, mais c'était aussi le seul moyen de s'assurer que David et Mathilde paient pour tout. Pas seulement pour avoir essayé de me tuer, mais pour le meurtre de la mère de Mathilde, pour tous les mensonges, toute la manipulation. « Je rentre chez moi, annonçai-je, mais pas dans cette voiture. Marcel, as-tu un véhicule que tu pourrais nous prêter ?» Le garagiste hocha la tête pensivement. « J'ai une vieille camionnette. Elle n'est pas luxueuse, mais elle roule bien. » « Parfait. Jean et moi rentrerons dans cette camionnette. Cette voiture restera ici comme preuve. J'ai besoin que tu la gardes dans un endroit sûr et que tu ne dises à personne que nous étions ici. Et que vas-tu dire à David quand tu arriveras ?» John semblait encore sceptique. « Je lui dirai que nous avons eu des problèmes mécaniques en route et qu'un bon samaritain nous a aidés. Je lui rendrai son sac, son téléphone. J'agirai comme le père confiant et attentionné qu'il attend. Et pendant ce temps, je préparerai mon propre plan. » Marcel nous prêta sa camionnette, une vieille Renault, mais fiable.
Avant de partir, je m'assurais qu'il comprenait l'importance de garder la voiture cachée et de ne pas parler de notre visite à qui que ce soit. Je lui expliquais suffisamment pour qu'il comprenne la gravité de la situation, mais pas tous les détails. Moins les gens savaient, mieux c'était. Le voyage de retour fut tendu. Jean conduisait la camionnette tandis que je regardais par la fenêtre, voyant le paysage familier passer avec de nouveaux yeux. Tout semblait différent. Maintenant, le monde était plus sombre, plus dangereux. Je ne pouvais plus faire confiance à mon propre fils. Penses-tu vraiment que nous pouvons faire cela? Jean rompit le silence après 20 minutes sur la route. Nous devons le faire, pas seulement pour nous, pour la mère de Mathilde aussi. Elle mérite justice, même si elle n'est plus là pour le voir. Mon frère hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Il avait peur. Moi aussi, mais la peur ne me paralysait plus, elle me donnait de la force. Lorsque nous atteignîmes ma maison, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel d'orange et de rouge. La maison semblait paisible, calme. Personne n'imaginerait que son propriétaire venait de découvrir que son fils planifiait de le tuer. Nous entrâmes par la porte d'entrée. Tout était exactement comme je l'avais laissé 3 jours auparavant. Les plantes qui avaient besoin d'eau, le courrier s'accumulant sur la table d'entrée, la normalité absolue d'une vie qui n'existait plus. « Je vais prendre une douche », annonçai-je, laissant mes bagages dans le couloir. « J'ai besoin de réfléchir. » Jean hocha la tête, comprenant que j'avais besoin d'un moment seul. Alors que l'eau chaude tombait sur moi, je me permis enfin de pleurer. J'avais maintenu ma composition tout ce temps, mais maintenant, dans l'intimité de ma salle de bain, je me permis de ressentir la douleur complète de la trahison. David, mon bébé, le garçon que j'avais bercé pour l'endormir, que j'avais soigné quand il était malade, que j'avais défendu contre tous les maux, ce même garçon souhaitait maintenant ma mort. Où m'étais-je trompé? Qu'avais-je fait de mal en tant que père? Mais ensuite, je me souvins des messages, du sang-froid avec lequel David avait accepté le plan de Mathilde, de la facilité avec laquelle il avait choisi l'argent plutôt que ma vie, et je réalisais que peut-être ce n'était pas ma faute. Peut-être que certaines personnes naissent simplement avec quelque chose de brisé à l'intérieur, ou peut-être que Mathilde l'avait lentement empoisonné durant ses 10 années de mariage. Je sortis de la douche, me sentant plus fort, plus déterminé. J'enfilai des vêtements confortables et descendis à la cuisine, où Jeanne préparait du thé. « David a appelé », dit mon frère sans me regarder. Il a demandé si nous étions bien arrivés. J'ai dit oui, que nous avions eu un petit problème avec la voiture, mais qu'un gentil monsieur nous avait aidés. Il semblait soulagé. Soulagé parce que le plan avait échoué, ou peut-être soulagé parce que je n'avais toujours pas découvert la vérité. Bien, maintenant j'ai besoin de passer un appel. Je pris mon téléphone personnel, pas le portable jetable de David. Je cherchais un nom dans mes contacts. Catherine Martin, mon avocate et amie depuis 30 ans. Catherine répondit à la 2e sonnerie. « Richard, quelle surprise! Comment s'est passé ton voyage à la ville ?»« Catherine, j'ai besoin de te voir demain matin. C'est urgent et extrêmement confidentiel. » Il y eut une pause. Catherine me connaissait assez bien pour détecter le sérieux dans ma voix. « Est-ce que ça va? Quelque chose s'est passé ?» Je ne peux pas en parler au téléphone, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de légal. Quelque chose qui pourrait changer mon testament et plusieurs autres documents importants. Je serai dans mon bureau à 8 heures. Ça te va? Parfait. Merci, Catherine. Je raccrochais et regardais Jean. Demain, nous commencerons à construire notre piège, mais ce soir, je vais rendre visite à mon fils. Quoi? Jean faillit laisser tomber sa tasse de thé. Richard, c'est dangereux. S'il soupçonne, il ne soupçonnera rien, parce que je vais lui donner exactement ce à quoi il s'attend. Un père aimant et complètement ignorant. Je pris le sac de David, que j'avais soigneusement rangé. Je vais lui rendre son sac personnellement, et je vais observer chaque détail de sa réaction. Le trajet jusqu'à la maison de David prit 15 minutes. Il vivait dans un quartier agréable de classe moyenne, dans une maison à 2 étages que j'avais aidé à payer il y a 5 ans.
Maintenant, cette pensée me retournait l'estomac. J'avais tant investi dans son bonheur, et voilà comment il me remerciait. La voiture de Mathilde était dans l'allée. Parfait. Je voulais les voir tous les deux. Je sonnai à la porte, tenant le sac d'une main ferme. J'entendis des pas s'approcher. La porte s'ouvrit, révélant David. Il semblait tendu, avec de profonds cernes sous les yeux. Il avait pleuré. « Papa !» Sa voix tremblait. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu te rendre ton sac, fils. » Je tendis l'objet avec un sourire paternel. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes à ce sujet. David prit le sac d'une main tremblante. Ses yeux bougèrent rapidement, cherchant le téléphone jetable. Il le trouva exactement où je l'avais laissé, enveloppé dans le mouchoir en soie. « Merci, papa. Tu n'avais pas à te déranger en venant jusqu'ici. Ce n'est pas un problème. De plus, je voulais m'assurer que tu allais bien. Tu semblais un peu étrange au téléphone. » « Étrange ?» David rit nerveusement. « Non, pas du tout. Juste occupé avec certaines choses. » Mathilde apparut derrière lui, son expression soigneusement neutre. « Richard, quelle surprise. Entre, s'il te plaît. » J'entrai dans la maison que je connaissais bien. Tout semblait normal. Des photographies de famille sur les murs, des meubles confortables, l'apparence parfaite d'un foyer heureux. Mais maintenant, je connaissais la vérité qui se cachait derrière cette façade. « Veux-tu quelque chose à boire, papa ?» David rangeait le sac dans un placard à proximité, son corps bloquant ma vue, vérifiant probablement discrètement le téléphone. « Non, merci. Je voulais juste déposer ceci et rentrer chez moi. Ça a été une longue journée. » « Comment s'est passé le voyage ?» Mathilde s'était assise sur le canapé, sa posture détendue, mais ses yeux alertes. « David a mentionné que vous aviez des problèmes avec la voiture. »« Oh, ça ?» J'agitais ma main avec désinvolture. Un bruit étrange dans le moteur, rien de plus. Je n'ai pas encore eu le temps de l'emmener chez le garagiste. Je vis l'échange de regards entre David et Mathilde. Une communication silencieuse. Ils se demandaient pourquoi le plan avait échoué, pourquoi j'étais là vivant, au lieu d'être mort au fond d'un ravin. « C'est bien que vous soyez tous les deux sains et saufs, » dit David, revenant après avoir rangé le sac. « Cette route peut être assez dangereuse. »« En effet, » acquiesçai-je, le regardant directement dans les yeux. « Surtout à ce grand virage au kilomètre 48, n'est-ce pas ?» David pâlit légèrement. « Oui, ce virage est particulièrement mauvais. » Je me levai, lissant mon pantalon. « Bien, je vais vous laisser vous reposer. Je voulais juste m'assurer de te rendre ton sac, fils. » David m'accompagna jusqu'à la porte. Avant de partir, je l'enlaçai. Je sentis comment il se raidit dans mes bras, mal à l'aise. Je me demandais s'il avait jamais ressenti un amour véritable pour moi, ou si ça avait toujours été juste un acte. « Je t'aime, David, » murmurai-je à son oreille. « Moi aussi, papa. » Mensonge. Tout était un mensonge. Je rentrais chez moi le cœur lourd, mais l'esprit clair. Le jeu avait commencé. David et Mathilde pensaient qu'ils avaient échappé de justesse. Ils pensaient que leur secret était en sécurité. Ils n'avaient aucune idée de la tempête sur le point de s'abattre sur eux. À 8 heures précises le lendemain matin, j'étais assis en face du bureau de Catherine Martin. Mon avocate m'observait avec un mélange d'inquiétude et de curiosité, tandis que je lui expliquais tout. Les messages sur le téléphone jetable, la voiture sabotée, le plan de David et Mathilde pour me tuer. Catherine écouta en silence, son expression professionnelle cachant l'émotion qu'elle ressentait sûrement. Quand j'eus terminé, elle se pencha en arrière dans son fauteuil et expira lentement. « Richard, c'est... Je n'ai pas de mots. David est ton fils unique. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable de quelque chose comme ça. Moi non plus. » Ma voix sonnait plus ferme que je ne me sentais. « C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de protéger mes biens et, en même temps, de tendre un piège qui les force à avouer. » Catherine se pencha en avant, les doigts entrelacés sur le bureau. « Dis-moi exactement ce que tu as en tête. » Durant l'heure suivante, nous développâmes un plan méticuleux. Premièrement,
Catherine rédigerait un Nouveau Testament qui supprimerait complètement David en tant qu'héritier. Tout irait à une fondation caritative que nous créerions spécifiquement à cette fin. Deuxièmement, nous révoquerions toute procuration que David pourrait avoir sur mes comptes ou propriétés. Mais nous n'enregistrerons pas ces changements immédiatement, expliquai-je. Nous les daterons d'aujourd'hui, mais nous les garderons dans ton coffre-fort. S'il m'arrive quelque chose, ils prennent automatiquement effet. C'est intelligent, admit Catherine, mais il y a autre chose que tu dois faire. Tu dois transférer tes actifs liquides vers de nouveaux comptes que David ne connaît pas. S'il a accès à tes informations bancaires, comme tu le mentionnes, il pourrait essayer de vider ses comptes avant que nous puissions agir. Elle avait raison. Au cours des 2 heures suivantes, avec l'aide de Catherine, j'ouvris de nouveaux comptes bancaires et transférai mes économies. C'était 800 000 € au total, accumulés au cours d'une vie de travail et de sacrifice. De l'argent que David avait considéré comme acquis qu'il serait sien. Maintenant vient la partie délicate, dit Catherine, imprimant les documents pour que je les signe. Tu as dit que tu voulais qu'ils avouent. Comment comptes-tu y parvenir? David pense que je suis un vieil homme stupide qui ne sait pas utiliser la technologie. Un sourire froid apparut sur mon visage. Je vais utiliser cette croyance contre eux. Je vais les inviter à dîner chez moi et je vais enregistrer toute la conversation. Catherine fronça les sourcils. Les enregistrements sans consentement peuvent ne pas être recevables au tribunal selon les circonstances. Alors, assurons-nous que les circonstances soient les bonnes. D'ailleurs, je n'ai pas besoin que ce soit recevable au tribunal. J'ai juste besoin que ça existe. Une fois que j'aurai la confession enregistrée, je pourrai l'utiliser comme levier pour obtenir une confession formelle. Mon avocate m'étudia pendant un long moment. « Tu es devenu très calculateur, Richard. David m'a bien enseigné. » Ma voix sonnait amère. Il m'a appris que dans ce monde, soit tu es le prédateur, soit tu es la proie. Avant de quitter le bureau de Catherine, je fis une dernière demande. J'ai besoin que tu enquêtes sur Mathilde Vincent, spécifiquement. J'ai besoin d'informations sur la mort de sa mère. Tu as dit que tu as des contacts dans la gendarmerie. Utilise ces contacts. Catherine nota le nom. Penses-tu vraiment qu'elle a tué sa mère? J'en suis certain, et si je peux le prouver, elle ne tombera pas seulement pour avoir essayé de me tuer, elle tombera pour 2 meurtres. Je quittai le bureau, me sentant plus en contrôle de la situation. Les pièces se mettaient en place. David et Mathilde pensaient toujours qu'ils avaient le contrôle, mais je coupais leur accès à tout ce qu'ils désiraient. Quand j'arrivais à la maison, je trouvais Jean dans la cuisine préparant le déjeuner. Il avait l'air fatigué, avec des cernes qui révélaient qu'il avait peu dormi. « Comment ça s'est passé avec Catherine ?» demanda-t-il, servant du café. « Bien, très bien. Tous mes biens sont protégés maintenant. David ne pourra toucher à rien, même s'il m'arrive quelque chose. » Jean hocha la tête, mais ne semblait pas soulagé. « Richard, j'ai réfléchi toute la nuit. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? Nous pouvons encore aller à la gendarmerie avec ce que nous avons. » Je m'assis en face de lui, prenant sa main. David et Mathilde sont intelligents, ils prendront de bons avocats. Ils diront que quelqu'un d'autre a placé ce téléphone, que les messages sont faux. Mathilde a déjà échappé impunie à un meurtre auparavant. Je ne peux pas risquer qu'elle s'échappe à nouveau. Mais la voiture, le garagiste a tout documenté. Et ils diront que c'était un ennemi, quelqu'un qui voulait leur nuire. Ils sèmeront un doute raisonnable. Mais si j'ai une confession enregistrée, eux admettant leur crime de leur propre voix. Je laissai la phrase incomplète. Jean soupira profondément. Quand vas-tu organiser le dîner? Ce week-end. Je leur dirai que je veux célébrer le fait que nous sommes arrivés sains et saufs du voyage. Ce sera ironique, tu ne trouves pas? Mon frère ne sourit pas à ma tentative d'humour noir. Cela pourrait être dangereux. S'ils soupçonnent quelque chose, ils ne soupçonneront rien, parce que je continuerai d'être le père confiant et attentionné, le vieil homme stupide qui ne sait rien. Le reste de la semaine passa dans une sorte de normalité surréaliste.
David m'appela 2 fois, demandant comment j'allais, si j'avais emmené la voiture au garage après le problème mécanique. Chaque conversation était une pièce de théâtre où nous jouions tous deux des rôles. Lui, le fils inquiet, moi, le père reconnaissant de l'attention. Pendant ce temps, Catherine travaillait en arrière-plan. Elle m'appela mercredi avec des nouvelles. « Richard, j'ai trouvé quelque chose sur la mère de Mathilde. Elle est morte il y a 11 ans dans un accident de voiture. Le rapport officiel indique qu'elle a perdu le contrôle dans un virage, mais il y avait un enquêteur qui pensait que quelque chose ne collait pas. Les freins de la voiture étaient complètement détruits, trop détruits pour un simple accident. Ont-ils enquêté davantage? Non. Mathilde a rapidement hérité, vendu les propriétés de sa mère et déménagé dans une autre ville. Cette ville, en fait. 1 an plus tard, elle a rencontré David. Tout correspondait. Mathilde avait perfectionné sa méthode avec sa propre mère et la répétait maintenant avec moi. Vendredi soir, j'appelais David. « Bonjour fils, je voudrais t'inviter toi et Mathilde à dîner demain. Je veux cuisiner ton plat préféré, celui que tu aimais tant étant enfant. » Il y eut une brève pause. « Demain, laisse-moi vérifier avec Mathilde. »« Oui papa, nous serons là. À quelle heure ? » ?»« À 19 heures. Et David, apporte ton appétit. Ce sera une soirée spéciale. » Il n'avait aucune idée à quel point elle serait spéciale. Pour lui, ce serait la nuit où tout s'écroulerait, la nuit où il découvrirait que son père n'était pas aussi stupide qu'il le pensait, la nuit où la proie deviendrait le chasseur. Samedi passa dans une sorte de calme tendu. Jean et moi passâmes la journée à préparer la maison pour le dîner. Je cuisinais le plat préféré de David, ce bœuf bourguignon aux épices qu'il adorait depuis l'enfance. Chaque fois que je l'avais préparé auparavant, je l'avais fait avec amour. Aujourd'hui, je le faisais dans un but complètement différent. Tandis que la viande cuisait lentement, je préparais l'autre élément crucial de la soirée. Catherine m'avait procuré un petit dispositif d'enregistrement, discret et efficace. Je le plaçais stratégiquement sous la table de la salle à manger, caché parmi les ornements décoratifs. J'activais également l'enregistreur sur mon téléphone que je laisserais négligemment sur la table. « Tu es sûr de cela ?» Jean me demanda pour la 10e fois ce jour-là. Il était nerveux, tordant un torchon entre ses mains. « Complètement sûr. » Je goûtais le ragoût, ajustant le sel. « Ce soir, David et Mathilde montreront leur vrai visage. J'ai juste besoin de les pousser dans la bonne direction. » À 19 heures précises, j'entendis la voiture de Mathilde se garer devant la maison. Mon cœur commença à battre plus vite, mais je gardai mon expression sereine. Jean se positionna dans la cuisine, prêt à servir lorsque nécessaire. J'ouvris la porte avec un grand sourire. David était beau comme toujours, avec un pull élégant et des cheveux parfaitement coiffés. Mathilde, à côté de lui, était habillée de façon décontractée mais raffinée, l'image parfaite d'un couple réussi. « Mes chers, entrez, entrez !» Je les serrai tous les deux dans mes bras, sentant la tension dans leur corps. David embrassa ma joue, ses lèvres froides contre ma peau. « Ça sent délicieux, papa, » dit-il en entrant dans la maison. « C'est ton bœuf bourguignon spécial. Je sais combien tu l'aimes. » Mathilde me tendit une bouteille de vin pour accompagner le dîner. « Richard, comme c'est attentionné de ta part de nous inviter. » Je pris la bouteille, notant l'étiquette coûteuse, probablement achetée avec l'argent qu'il pensait hériter bientôt. Nous nous assîmes dans le salon, tandis que Jean servait les apéritifs. La conversation fut superficielle au début. La météo, les nouvelles, des commentaires triviaux sur rien d'important. Mais je pouvais sentir la tension sous la surface. David me regardait très attentivement, comme s'il cherchait des signes que quelque chose n'allait pas. « Comment va la voiture, papa ?» demanda finalement Mathilde. Son ton était décontracté, mais ses yeux alertes. « David a mentionné que vous aviez des problèmes sur la route. »« Oh, ça !» J'agitais ma main avec désinvolture. Un bruit étrange, rien de plus. Je n'ai toujours pas eu le temps de l'emmener chez le garagiste. Je vis l'échange de regards entre eux. Confusion, inquiétude. Ils se demandaient pourquoi la voiture n'avait pas lâché comme prévu. « Tu devrais la faire vérifier bientôt, » insista David. « Les vieilles voitures peuvent être imprévisibles. »« Tu as raison, fils.
Je le ferai la semaine prochaine. Jean annonça que le dîner était prêt. Nous nous déplaçâmes vers la salle à manger, où j'avais dressé la table avec ma meilleure porcelaine. Mon téléphone reposait innocemment près de mon assiette, son enregistreur activé. Le dispositif sous la table attendait silencieusement. Alors que je servais le bœuf bourguignon, je décidai de commencer à semer les graines de mon plan. « Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine à l'avenir », dis-je avec désinvolture. « À 72 ans, on ne peut éviter de penser à ces choses. » David se raidit immédiatement. « Papa, ne parle pas comme ça. Tu as encore de nombreuses années devant toi. » « Peut-être, peut-être pas. » Je pris une gorgée de vin. « En tout cas, cette semaine, je suis allé voir Catherine. Nous avons fait quelques ajustements à mes documents légaux. » Le silence qui suivit était palpable. Mathilde arrêta de manger, sa fourchette suspendue en l'air. David me regardait avec de grands yeux. Quel genre d'ajustement? La voix de David sonnait forcément décontractée. Oh, rien de dramatique. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre. Les propriétés, les comptes bancaires, le testament. Je souris doucement. On ne sait jamais quand on aura besoin de ces choses, n'est-ce pas? Tu as changé ton testament? Mathilde se pencha en avant, oubliant momentanément son rôle de belle-fille désintéressée. J'ai fait quelques modifications, oui. Catherine m'a conseillé sur certaines protections juridiques. Je regardais directement David, surtout considérant que tu t'es montré si intéressé par mes finances dernièrement. David pâlit. Que veux-tu dire par là? Eh bien, toutes tes questions sur les actes de propriété, les procurations, les relevés bancaires, je gardais mon ton léger, presque joueur. Un père remarque ces choses. L'ambiance à table changea radicalement. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Jeanne, depuis sa position dans la cuisine, me regardait avec inquiétude. « Je m'inquiète simplement pour toi, papa, » dit David défensivement. « Je veux m'assurer que tu es protégé. » « Protégé de quoi exactement ?» Je laissai la question flotter dans l'air. « Ou protégé de qui ?» Mathilde intervint, sa voix contrôlée mais tendue. « Richard, je pense que tu interprètes mal les intentions de David. Il veut seulement le meilleur pour toi. »« Le meilleur pour moi ?» je répétais, posant ma fourchette sur mon assiette. « Dis-moi, Mathilde, est-ce que le meilleur pour moi inclut un voyage en voiture avec des freins sabotés ?» Le silence qui suivit fut absolu. David avait cessé de respirer. Mathilde était complètement immobile, son visage un masque de choc. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» David trouva finalement sa voix, mais elle sonnait aiguë, hystérique. « Je dis que je sais tout. » Je m'adossai à ma chaise, les observant calmement. « Je sais pour le téléphone jetable. Je sais pour les messages entre toi et Mathilde. Je sais pour le plan de me tuer au virage du kilomètre 48. » David se leva brusquement, sa chaise tombant en arrière avec fracas. « C'est ridicule. De quoi parles-tu ?»« Assieds-toi, David. » Ma voix était aussi froide que la glace. « Et arrête de jouer la comédie. J'ai trouvé ton sac dans la voiture. J'ai trouvé le téléphone. J'ai lu chaque message, chaque plan détaillé de comment me tuer pour recevoir l'héritage. » Mathilde s'était également levée, son visage rouge de colère. « C'est de la folie. Je ne sais pas de quel téléphone tu parles. Quelqu'un te ment, te manipule contre ton propre fils. » Vraiment ? Je sortis le téléphone jetable de ma poche et le posai sur la table. « Alors, celui-ci n'est pas à toi, David. » Et ces messages concernant les 300 000 € de dette, concernant l'embauche d'un garagiste pour trafiquer les freins de ma voiture, David regardait le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Ses lèvres tremblaient, cherchant des mots qui ne venaient pas. « Tu, » commença Mathilde, s'approchant de façon menaçante. « Tu n'as pas le droit de fouiller dans des choses privées. J'ai tous les droits quand ces choses privées incluent des plans pour me tuer. » Je me levai, lui faisant face. Malgré mes 72 ans, je n'allais pas me laisser intimider. Et pas seulement moi, n'est-ce pas, Mathilde? Tu as aussi tué ta mère. Le visage de Mathilde se transforma complètement. Le masque de la belle-fille charmante disparut, révélant quelque chose de sombre et dangereux en dessous. Tu n'as aucune preuve.
Elle cracha les mots. Ce téléphone pourrait être à n'importe qui, les messages pourraient être faux. Mais ils ne le sont pas. Ma voix resta ferme. Et j'ai plus que le téléphone, j'ai la voiture. Je l'ai emmené chez un garagiste de confiance. Il a tout documenté. Le produit chimique corrosif dans le système de freinage. Le plan exact pour qu'il lâche au kilomètre 48. David commença à pleurer, de gros sanglots qui secouaient son corps. « Papa, s'il te plaît, tu dois comprendre. » Nous étions désespérés. Les usuriers allaient nous tuer si nous ne payions pas. Nous n'avions pas le choix. « Vous n'aviez pas le choix ?» La colère transparut enfin dans ma voix. « Ton seul choix était de tuer ton propre père ? Sais-tu combien de fois je t'ai aidé quand tu avais des problèmes d'argent ? Combien de fois j'ai payé tes dettes, tes caprices, et c'est comme ça que tu me remercies ? » « Tu ne comprends pas, » cria David. Cette fois, c'était différent. C'était trop d'argent. « Et tu as tellement, papa, 2 millions en propriété. Pourquoi devons-nous attendre que tu meures naturellement ?» Voilà, la confession dont j'avais besoin, parfaitement enregistrée sur 2 appareils différents. Les mots de David flottaient dans l'air comme du poison. Jean était sorti de la cuisine, observant la scène avec horreur. Mathilde avait réalisé trop tard ce que David venait d'admettre. « Tais-toi » siffla-t-elle à David, lui saisissant le bras. « Ne dis rien de plus. » Mais les dégâts étaient faits. David s'effondra sur la chaise, pleurant de façon incontrôlable. Toute la façade du fils concerné s'était effondrée, révélant l'avidité et le désespoir qui se cachèrent dessous. Trop tard pour le silence, dis-je, ma voix chargée d'un calme que je ne ressentais pas. Vous avez déjà avoué et chaque mot a été enregistré. Mathilde se tourna vers moi, les yeux plissés. Enregistré. Je pointai vers mon téléphone sur la table. La technologie moderne, Mathilde. Même nous, les vieux, savons comment l'utiliser quand c'est nécessaire. Son visage se tordit en une grimace de fureur. En 2 pas rapides, elle atteignit le téléphone et le fracassa contre le sol. L'écran se brisa, des fragments de verre éparpillés partout. « Voilà ton enregistrement », grogna-t-elle. Je souris. C'était exactement la réaction que j'avais anticipée. Ce n'était qu'un seul. Il y a un autre appareil dans cette pièce, et des copies dans le cloud, et au bureau de mon avocate. Détruire un téléphone n'efface pas la vérité. Mathilde resta paralysée, traitant mes paroles. David releva la tête, ses yeux rouges et gonflés. « Papa, s'il te plaît, nous pouvons résoudre cela. Ça n'a pas besoin d'arriver aux autorités. » « Résoudre cela ?» répétai-je avec incrédulité. « Comment proposes-tu exactement de résoudre une tentative de meurtre? Avec des excuses? Avec des promesses vides? Avec de l'argent ?» intervint Mathilde, son esprit calculateur cherchant déjà une issue. « Nous paierons les 300 000 € que nous devons, plus les intérêts. Juste, ne va pas à la gendarmerie. »« Avec quel argent ?» demandai-je froidement. « Avec l'argent que vous pensiez hériter après m'avoir tué ? Je suis désolé de vous décevoir, mais j'ai déjà transféré tous mes actifs liquides vers de nouveaux comptes, des comptes que vous ne connaissez pas et ne connaîtrez jamais. » David laissa échapper un cri étouffé. « Quoi ? Tu ne peux pas. C'est mon héritage. » « C'était ton héritage, corrigeai-je, avant que tu décides que tu préférais l'avoir maintenant avec moi mort. Maintenant tu n'auras rien, pas un centime. Je donnerai tout avant de te laisser quoi que ce soit. Tu ne peux pas faire ça. » David se leva à nouveau, sa tristesse se transformant en colère. « Je suis ton fils unique. Cet argent m'appartient de droit. Tu n'as aucun droit sur mon argent tant que je suis vivant. Et grâce à la découverte de ton plan, je vais être vivant pour de nombreuses années encore. » Je m'approchai de lui, le regardant directement dans les yeux. « Tu sais ce qui est le plus triste de tout, David? C'est que, si tu étais venu me voir, si tu m'avais parlé de tes dettes, de tes problèmes, je t'aurais aidé comme je l'ai toujours fait. »« Tu n'aurais pas donné 300 000 €, marmonna-t-il. « Peut-être pas la somme totale d'un coup, mais nous aurions trouvé une solution. Nous aurions parlé avec les usuriers, établi un plan de paiement. Nous aurions résolu cela ensemble, en famille. » Ma voix vacilla légèrement. « Mais au lieu de cela, tu as choisi de me tuer.
Mathilde commença à faire les 100 pas comme un animal en cage. « C'est ta faute, cracha-t-elle à David. Je t'ai dit de vérifier le sac avant de quitter l'hôtel. Je t'ai dit de t'assurer que tu ne laissais rien de compromettant. »« Maintenant tu me blâmes, cria David en retour. C'est toi qui as proposé tout cela. C'est toi qui as dit que c'était la seule façon. Parce que tu n'arrêtais pas de pleurnicher à propos des dettes, parce que tu voulais maintenir ce style de vie que nous ne pouvons pas nous permettre. » Je les regardais se disputer, se blâmant l'un l'autre, révélant les fissures dans leur relation. Jean s'approcha de moi, prenant ma main dans un geste de soutien silencieux. « Assez, dis-je finalement, ma voix tranchante à travers leur discussion. Vos problèmes conjugaux ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la justice pour moi et pour la mère de Mathilde. » Mathilde s'arrêta. « Qu'est-ce que tu as dit ? Ta mère, que tu as également tuée il y a 11 ans, en utilisant exactement la même méthode. Frein saboté, virage dangereux, mort opportune. » Je pris un dossier que j'avais préparé avec Catherine. J'ai le rapport d'accident. J'ai les notes de l'enquêteur qui soupçonnait, mais n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Et maintenant j'ai le modèle. 2 personnes âgées, 2 accidents identiques, 2 héritages rapides. Le visage de Mathilde perdit toute couleur. David la regardait avec une horreur grandissante. « Mathilde, est-ce vrai? Tu as tué ta mère ?» « Il te l'a dit. » Je répondis à sa place. « C'est dans les messages du téléphone. Il a dit qu'il l'avait fait avant, que ça a parfaitement fonctionné. Et tu l'as accepté quand même. Tu savais que tu avais épousé une meurtrière et tu as quand même décidé de l'aider à tuer ton propre père. » David porta ses mains à sa bouche, la nausée évidente dans son expression, mais je ne savais pas si c'était pour le crime de Mathilde ou pour s'être fait prendre. « C'est terminé, » déclara soudainement Mathilde. Sa voix avait changé, redevenant froide et calculatrice. « Tu n'as aucune preuve réelle concernant ma mère. Cette affaire est close depuis des années. Et concernant la voiture, nous engagerons des experts qui démontreront que les dommages pourraient avoir été accidentels ou causés par des tiers. » Et la confession enregistrée de David, je haussai un sourcil. Il était sous pression émotionnelle. N'importe quel avocat le rejettera comme non fiable. Nous dirons que tu l'as manipulé, confus. Elle s'approcha dangereusement. « Tu es un vieil homme, Richard. Les avocats argueront que tu es sénile, paranoïaque, inventant des théories de conspiration sur ta propre famille. Essayez, dis-je, sans reculer. Et, entre-temps, explique au juge pourquoi ton mari avait un téléphone jetable avec des conversations détaillées sur mon meurtre. Explique pourquoi un garagiste a documenté des produits chimiques corrosifs dans mon système de freinage. Explique les coïncidences avec la mort de ta mère. » « Ce n'est pas suffisant, » insista Mathilde. Mais il y avait maintenant une touche de désespoir dans sa voix. « Peut-être pas, mais ce sera suffisant pour ruiner vos vies, même si vous n'allez pas en prison. Et croyez-moi, je ferai tout mon possible pour m'assurer que vous y alliez. » Je vis une réelle peur apparaître dans les yeux de David. « Papa, s'il te plaît. » David s'agenouilla devant moi, ses mains agrippant mon pantalon. « S'il te plaît. Il doit y avoir un autre moyen. Si nous allons en prison, les usuriers viendront après nous de toute façon. Nous serons morts dans 1 mois. Tu aurais dû y penser avant d'accumuler ces dettes auprès de criminels. » Je répondis sans émotion. « Ou mieux encore, avant de penser que le meurtre était une solution acceptable. » Jean toucha doucement mon épaule. « Richard, peut-être devrions-nous appeler la gendarmerie maintenant. » Il avait raison. J'avais obtenu ce dont j'avais besoin. La confession, les preuves. Tout était documenté. Il était temps d'en finir. Mais avant que je puisse atteindre mon téléphone de secours, Mathilde bougea rapidement, comme un serpent. Elle saisit un couteau du comptoir de la cuisine. La lame brillait sous la lumière de la salle à manger, alors qu'elle le pointait vers moi. « Personne n'appelle qui que ce soit, » dit-elle, sa voix dangereusement calme. « Nous allons tous nous asseoir et nous allons trouver une solution civilisée à cela. » Jean laissa échapper un cri étouffé.
David se leva, regardant sa femme avec horreur. « Mathilde, que fais-tu? Ce que j'aurais dû faire dès le début. » Elle répondit sans me quitter des yeux. « Prendre le contrôle de la situation. » Je regardai le couteau, puis Mathilde, et à sa surprise, je souris. « Vas-y, dis-je calmement. Menace-moi avec une arme. Mieux encore, utilise-la. Assure-toi que les caméras de sécurité le captent. » Elle cligna des yeux, la confusion traversant son visage. « Quelle caméra ?» Je pointai vers les coins de la salle à manger. « Je les ai installées ce matin, 4 caméras, toutes enregistrant en haute définition, toutes diffusant en direct vers un serveur dans le cloud. » Je mentais partiellement. Il n'y avait qu'une seule caméra, mais elle ne le savait pas. « Alors, s'il te plaît, continue. Cela ne fera que rendre le dossier contre vous plus facile. » Le couteau trembla dans la main de Mathilde. Ses yeux bougeaient frénétiquement, cherchant les caméras que j'avais mentionnées. Elle en trouva une montée discrètement dans le coin supérieur de la salle à manger. Son visage s'effondra alors qu'elle réalisait que chaque mouvement, chaque mot menaçant avait été capturé. « C'est un piège », murmura-t-elle, le couteau tombant lentement. « Tout cela était un piège dès le début. »« Bien sûr que c'était », confirmai-je. « Pensiez-vous que j'allais vous laisser vous échapper après avoir planifié ma mort? Pensiez-vous que je serais la victime silencieuse et commode que vous attendiez ?» David regardait entre Mathilde et moi, son visage un masque de désespoir absolu. « Papa, s'il te plaît, nous pouvons partir, nous pouvons disparaître, tu ne nous reverras plus jamais. Juste, laisse-nous partir. Pour que vous fassiez cela à quelqu'un d'autre ?» Jean prit la parole pour la première fois depuis plusieurs minutes, sa voix ferme. « Pour que Mathilde trouve un autre homme avec un père riche et répète le même plan. Non, David, ça se termine ici. » Mathilde laissa tomber complètement le couteau, le métal résonnant contre le sol en bois. Elle se jeta dans une chaise, la tête entre les mains. « On est foutus, » marmonna-t-elle. « Complètement foutus. » Finalement, tu comprends. Je pris mon téléphone de secours, celui que j'avais gardé dans ma poche tout au long du dîner. Maintenant, je vais appeler la gendarmerie et vous allez rester exactement où vous êtes. Attends. David s'approcha, mais Jean s'interposa entre nous. Papa, attends. Si tu vas vraiment faire cela, j'ai au moins besoin de savoir une chose. Y a-t-il un moyen pour que tu me pardonnes un jour? Une possibilité que nous redevenions père et fils? Je regardais l'homme devant moi, le garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais élevé seul après la mort de sa mère, le garçon à qui j'avais tout donné, tout sacrifié, et maintenant l'homme qui avait planifié ma mort avec le sang-froid de quelqu'un qui planifie une sortie shopping. « Je ne sais pas, David, » répondis-je honnêtement. « En ce moment, en te regardant, je ne vois pas mon fils. Je vois un étranger qui a choisi 300 000 € au lieu de la vie de son père. Ce n'était pas seulement pour l'argent, sanglota David. Les usuriers ont dit qu'ils feraient des choses horribles, qu'ils nous retrouveraient, peu importe où nous irions. Mathilde a dit que c'était le seul moyen pour que nous soyons en sécurité. Mathilde a menti, tout comme elle a menti surtout depuis qu'elle est entrée dans nos vies. Et tu as choisi de la croire plutôt que de me faire confiance. C'était ton vrai choix, David. Pas entre l'argent et moi, entre elle et moi. Et tu as mal choisi. » Je composai le numéro d'urgence, le 17. Avant qu'il ne réponde, David fit une dernière tentative désespérée. « Les usuriers vont nous tuer. Tu comprends ça? Si nous allons en prison, nous serons sans défense. Ils ont des contacts partout. Ils nous retrouveront et nous feront payer de la manière la plus horrible possible. Alors, peut-être aurais-tu dû y penser avant de t'endetter auprès de criminels. » Je répondis sans émotion. Ou mieux encore, avant de penser que le meurtre était une solution acceptable. L'opérateur du 17 répondit « Police secours, quelle est votre urgence ?»« Je m'appelle Richard Vincent. J'ai besoin de signaler une tentative de meurtre. Les responsables sont ici dans ma maison en ce moment. » Je donnai mon adresse d'une voix claire et ferme. « Êtes-vous en danger immédiat, monsieur ?» demanda l'opérateur. Je regardai Mathilde, vaincue dans sa chaise, et David pleurant sur le sol. « Non, je ne suis plus en danger. » La gendarmerie arriva en 15 minutes.
2 voitures de patrouille, 4 gendarmes. L'un d'eux, un brigadier-chef plus âgé nommé Moreau, me connaissait depuis des années. Son expression devint de plus en plus sombre, alors que j'expliquais la situation, lui montrant le téléphone jetable, les enregistrements, la documentation du garagiste. « C'est très grave, Richard », dit le brigadier-chef Moreau, après avoir examiné les preuves. « Nous aurons besoin que vous veniez à la brigade pour faire une déclaration formelle, et nous aurons besoin de cette voiture comme preuve. Elle est au garage Marcel. » Je fournis l'adresse. Il a toute la documentation du sabotage. Les autres gendarmes menottaient David et Mathilde. Mon fils pleurait de façon incontrôlable, les suppliant de l'écouter, de le comprendre. Mathilde, en revanche, restait silencieuse. Son visage, un masque impénétrable. « Vous avez le droit de garder le silence », commença l'un des gendarmes en récitant leurs droits. « Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » J'observais la scène comme si j'étais hors de mon corps. Cette femme qu'on arrêtait était ma belle-fille, et cet homme, mon fils, il portait mon sang. Il avait grandi dans ma maison, et maintenant je l'envoyais en prison. Jean me serra dans ses bras tandis que les gendarmes emmenaient David et Mathilde. « Tu as fait ce qu'il fallait, » murmura-t-il à mon oreille. « Tu n'avais pas d'autre choix. »« Je sais, » répondis-je, « mais ça ne fait pas moins mal. » Avant qu'ils ne les mettent dans la voiture de patrouille, David se tourna vers moi une dernière fois. « Papa, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Je suis ton fils. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Si j'ouvrais la bouche, je ne savais pas si je crierais ou pleurerais. La voiture de patrouille s'éloigna, les lumières rouges et bleues illuminant la nuit tranquille dans le quartier. Les voisins étaient tortillés à leurs portes et fenêtres, observant le drame. Demain, tout le village en parlerait. Le brigadier-chef Moreau resta en arrière, terminant son rapport. « Richard, je sais que c'est difficile, mais je veux que tu saches que tu as fait la bonne chose en signalant cela. La tentative de meurtre est très grave. Que va-t-il se passer maintenant ?» demandai-je, ma voix semblant fatiguée. « Sur la base des preuves que tu as présentées, ils seront officiellement inculpés de tentative d'homicide avec préméditation. » Avec les enregistrements, les messages et les preuves physiques de la voiture, le dossier est assez solide. Nous enquêterons également sur la mort de la mère de Mathilde Vincent. Ils iront en prison, presque certainement, pour très longtemps. Tu devras témoigner au procès. Seras-tu prêt pour cela? Oui, répondis-je sans hésitation. Je serai prêt. Après que tout le monde soit parti, Jean et moi restâmes dans la maison silencieuse. La table de la salle à manger était encore dressée. Le bœuf bourguignon refroidissant dans les bols intacts, les verres de vin non bus, les restes d'un dîner de famille qui n'a jamais eu lieu. « Tu veux que je reste ce soir ?» demanda doucement Jean. « S'il te plaît. » Nous nous assîmes dans le salon en silence, traitant tout ce qui s'était passé. J'avais gagné. J'avais exposé David et Mathilde. J'avais protégé mes biens. J'avais obtenu justice, mais la victoire avait un goût amer. « Penses-tu que je pourrai jamais lui pardonner ?» demandai-je dans l'obscurité. Jean prit ma main. « Je ne sais pas, Richard. Peut-être avec le temps ou peut-être pas. Mais ce que je sais, c'est que tu as fait ce que tu devais faire pour survivre. Et ce n'est pas quelque chose dont tu devrais te sentir coupable. » Mon téléphone sonna. C'était Catherine. « Richard, je viens d'apprendre. Est-ce que ça va ?»« Je digère, » admis-je. « Demain, nous devons nous rencontrer. Il y a des questions juridiques à résoudre, le testament, les comptes, et tu voudras probablement envisager une ordonnance d'éloignement au cas où ils sortiraient sous caution. »« Ils ne sortiront pas, » dis-je avec certitude. « Les preuves sont trop solides. Quand même, il vaut mieux prévenir. Richard, je sais que c'est horrible, mais tu as survécu. Et pas seulement ça, tu t'es défendu. Beaucoup d'hommes dans ta situation n'auraient pas eu le courage ou l'astuce de faire ce que tu as fait. » Après avoir raccroché, je m'assis à regarder la nuit par la fenêtre. Quelque part dans cette ville, David était dans une cellule, faisant face aux conséquences de ses actions. Une partie de moi, celle qui était encore un père, voulait courir pour le secourir.
Mais la partie plus forte, celle qui s'était battue pour survivre, savait que c'était nécessaire. « Penses-tu que les usuriers iront vraiment après eux » demanda Jean. « Probablement, mais ce n'est plus mon problème. » Ma voix sonnait plus froide que je ne l'avais voulu. David a fait son choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences, ou dans ce cas, survivre à celles-ci. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le jardin de ma maison, observant les fleurs que j'avais plantées ce printemps. Des roses, des gardénias, des jasmins, les mêmes que ma mère cultivait quand j'étais enfant. Le soleil du matin était chaud mais pas oppressant, parfait pour profiter du thé que Jean avait préparé pour moi. La vie avait continué, comme elle le fait toujours. Le procès avait été rapide et définitif. David et Mathilde avaient été condamnés à 20 ans de prison pour tentative d'homicide prémédité. Mathilde avait reçu une peine supplémentaire de 15 ans après qu'ils aient rouvert le dossier de sa mère et trouvé suffisamment de preuves pour l'inculper d'homicide. Les similitudes entre les 2 cas avaient été impossibles à ignorer. David m'avait écrit 3 lettres de prison. Toutes les 3 restaient non ouvertes dans un tiroir de mon bureau. Je n'étais pas prêt à les lire. Peut-être ne le serais-je jamais. Les usuriers avaient essayé de contacter David en prison, mais les autorités étaient intervenues. Il s'avéra que ces criminels étaient recherchés pour une 12aine de crimes plus graves. Beaucoup d'entre eux ont également fini derrière les barreaux. L'ironie ne m'a pas échappé. Catherine avait finalisé tous les changements juridiques. Mon Nouveau Testament établissait une fondation caritative qui aiderait les victimes âgées d'abus financiers, familiaux. C'était une cause que je comprenais maintenant très bien. Le nom de David avait été complètement retiré de tous mes documents légaux. Plus de thé? Jean apparut avec la théière, interrompant mes pensées. « S'il te plaît, je tendis ma tasse. Mon frère avait emménagé avec moi après tout ce qui s'était passé. Aucun de nous ne voulait être seul, et sa compagnie avait été un baume pour mon âme blessée. Ensemble, nous avions commencé à reconstruire une vie qui ne tournait pas autour de la douleur et de la trahison. Ceci est arrivé aujourd'hui. » Jean me tendit une enveloppe. Elle venait de la maison d'arrêt, une autre lettre de David, la 4e. Je la tins dans mes mains, sentant le poids du papier. Une partie de moi voulait l'ouvrir. Voulait savoir ce que mon fils avait à dire après 6 mois d'enfermement, mais l'autre partie, celle qui guérissait encore, savait que je n'étais pas prêt. « Vas-tu la lire » Jean s'assit à côté de moi. « Peut-être un jour ?» Je mis la lettre dans la poche de ma robe de chambre, mais pas aujourd'hui. Un oiseau se posa sur la mangeoire que j'avais installée près des roses. Je l'observais boire, inconscient des drames humains, vivant sa vie simple et pure. Il y avait une leçon là-dedans, pensais-je, à laisser le passé derrière soi et se concentrer sur le présent. « Marcel a appelé hier, » dit Jean. « Il veut savoir si tu as besoin qu'il vérifie ta nouvelle voiture. » J'avais vendu la voiture sabotée comme preuve après le procès et en avais acheté une nouvelle, une que personne n'avait touchée, personne n'avait manipulée, une qui était complètement à moi et sûre. Dis-lui que oui. La semaine prochaine, ce serait bien. La brise déplaçait les feuilles de jasmin, apportant leur doux parfum. Je fermais les yeux, m'autorisant ce moment de paix. J'avais survécu, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. J'avais affronté la pire trahison imaginable et en étais sorti de l'autre côté, pas sans cicatrices. Les cicatrices étaient là, profondes et invisibles. Elles ne disparaîtraient probablement jamais complètement, mais j'avais appris à vivre avec elles, à ne pas les laisser définir qui j'étais. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» dis-je soudainement. « Il ne me manque pas. Je pensais que ce serait le cas. Mais non. Le David qui me manque, c'est celui que je croyais qu'il était. Mais cette personne n'a jamais vraiment existé. » Jean prit ma main. Ou peut-être qu'il a existé, mais s'est perdu en chemin. L'avidité, la peur, Mathilde, tout cela l'a changé. Peut-être. Je pris une gorgée de thé, savourant la chaleur. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça, et que je ne voulais simplement pas le voir.
Je n'avais pas de réponse, et j'avais appris à être en paix avec cela. Le téléphone sonna à l'intérieur de la maison. Jean se leva pour répondre, me laissant seul avec mes pensées et mon jardin. J'entendis sa voix étouffée à travers la fenêtre ouverte. Puis il revint avec un sourire. C'était Catherine. La fondation est complètement établie. Elle dit qu'elle a déjà 3 cas de personnes âgées qui ont besoin d'aide. Je souris pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Quelque chose de bon venait de toute cette douleur. D'autres personnes ne souffriraient pas en silence, comme j'avais failli le faire. Dis-lui que j'irai au bureau demain. Je veux rencontrer ces personnes. Le soleil poursuivait son ascension dans le ciel. La journée s'étendait devant moi, pleine de possibilités. Je n'avais plus peur. Je ne regardais plus par-dessus mon épaule, me demandant qui voulait me faire du mal. J'avais appris la leçon la plus dure de toutes, que parfois le danger vient d'où on s'y attend le moins, des personnes qu'on aime le plus. Mais j'avais aussi appris qu'on est plus fort qu'on ne l'imagine, qu'on peut survivre même à la trahison la plus profonde. Je m'adossais à ma chaise, sentant le soleil sur mon visage. À 72 ans, j'avais commencé une nouvelle vie. Une vie sans David, oui, mais aussi une vie sans peur, sans mensonge, sans plan de mort caché. Une vie qui était enfin complètement la mienne. Jean se rassit à côté de moi, et ensemble, nous observâmes le jardin en silence. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous avions traversé l'enfer ensemble, et en étions sortis de l'autre côté. Le reste de ma vie s'étendait devant moi comme ce jardin, plein de possibilités de croissance, de beauté, de paix. Et cette fois, je vivrai selon mes conditions, sans peur, sans trahison, juste moi, mon jardin et la tranquillité qui vient après la tempête. Avez-vous apprécié mon histoire? N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy pour entendre d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un j'aime et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Merci pour votre soutien et je vous retrouve dans la prochaine histoire.